Être et savoir. Espace. Merci de votre fidélité, bonsoir et bienvenue. Il est 15h passé de 1 minute, l'émission c'est Être et savoir et vous le savez tous les mercredis et jeudi quand il est 15h dans ce studio de la radio Espace, nous abordons les questions éducation avec les différents acteurs, les différents chroniqueurs. Depuis le début, ils sont les mêmes. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Vali, bonsoir, le micro. Monsieur Morali, bonsoir. Bonsoir, monsieur Vali. Oui, c'est moi qui n'avais pas. J'assume quand même. Il ne faut pas me rappeler que j'ai pas. Monsieur Vali, bonsoir. Monsieur Mohamed Ali, je vous réponds, je vous salue. Bonsoir également. Bienvenue dans cette émission, monsieur Cheikh. Bonsoir. Bonsoir, Mohamed Ali. Merci d'être là. Enfin, elle est avec nous. Grand Kadjatou. Bonsoir. Vous nous avez manqué, hein, les dernières émissions. Tu vas me laisser tranquille, quoi. Quand j'aurais souhaité. C'est quand je me laisse tranquille, sinon et téléspectateurs. Toi, bonsoir à moi aussi, hein, Madame Kadjatou. Bonsoir, bienvenue. Eh bien, lui, il venait pas en retard, mais apparemment, on s'est trompé. Hein? C'est la deuxième fois il vient, parce qu'hier, vous êtes venu, vous avez gâché nos images ici. Vous avez traversé les caméras, vous êtes venu en retard, monsieur Alpha. Ouais, excusez, mais... Mais quoi? Nous sommes très pris. Oui. Nous sommes en supervision dans les établissements scolaires. Oui. Et donc, ça nous prend assez de temps, c'est pas facile. Oui, effectivement, voilà. Surtout les préparatifs des examens. Le ministre qui ne donne pas de date encore, j'estime que tous les enseignants en situation de classe préuniversitaire, c'est assez compliqué, et même très très compliqué quand même. Hein? Alors, différents sujets, on va aborder, monsieur Vali. On a décidé de parler d'une forme d'enseignement dont tout le monde est au courant. Mais on n'en parle pas et pourtant il y a tellement de difficultés à ce niveau, c'est l'enseignement franco-arabe. Effectivement, l'enseignement franco-arabe ou l'enfant pauvre de l'éducation en République de Guinée. Oui. Pratiquement comme M. Mohamed Ali l'a annoncé, tout le monde sait ce que c'est que l'enseignement franco-arabe. Malheureusement, personne n'en parle. Ce secteur de l'éducation semble avoir été jeté aux oubliettes. Oui. Et nous avons estimé qu'il était important de rappeler aux autorités compétentes que ce secteur existe et que ce secteur aussi forme de jeunes Guinéens. Ce qui est aberrant, c'est que sur les résultats des différents examens, on voit toujours le pourcentage des candidats de franco-arabes. Mais finalement, on a l'impression que c'est une génération sacrifiée parce qu'ils font des examens, après il n'y a pas d'orientation, il y a tellement de difficultés. Non, mais qui est de mieux? Je pense ils sont orientés. Ils sont orientés. Ils font les examens comme les autres. Quand je parle d'orientation, ce n'est pas le fait d'aller dans une institution faire des études. C'est l'aboutissement. On parle de débouchés professionnels. Débouchés professionnels, c'est ça, ils entrent. La situation, je pense bien qu'ils suivent les mêmes cours que les autres, de la même façon. Justement, ils ne suivent pas les mêmes cours que les autres de la même façon. Ils suivent les mêmes cours que les autres, c'est-à-dire le taux horaire alloué par rapport aux écoles franco-arabes, c'est presque les mêmes taux horaires alloués aux écoles françaises à Guinée. Sauf que ils n'ont pas d'enseignants. On ne va pas évaluer la qualité. Une différence près. Oui, l'émission n'a pas encore démarré. Je voulais juste informer les uns et les autres. Là où je suis, je parle de l'orientation. Ils sont bel et bien orientés. Le taux horaire alloué à l'enseignement franco-arabe en Guinée est égal au même taux horaire alloué à l'école française en Guinée. On va en parler tout à l'heure. Qui de mieux d'ailleurs que celui qui a présidé la commission de réflexion sur l'enseignement franco-arabe. Nous aurons donc comme invité de parcours dans cette émission Elhadj Nourdine Fadiga. Il est le président de la commission de réflexion de la commission. Enfin, il est le président de la commission de réflexion sur l'enseignement franco-arabe. J'y arrive. Et sinon, on se retrouve juste derrière cette petite transition. Être et savoir. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Sinon, on commence donc l'émission tous azimuts. Monsieur Vali, non, je vais commencer par monsieur Seck qui est en colère. Hein, les primes. En colère. Je tiens à tirer la sonnette d'alarme par rapport au problème de primes. Il y a des enseignants qui sont en situation de classe jusqu'à présent, ils n'ont pas perçu de primes. Il y a d'autres qui malheureusement ont vu leur salaire gelé, 3 mois de salaire, le salaire a été reconduit, mais les primes ne viennent pas.
Donc ce problème de prime, c'est de la mafia, c'est du n'importe quoi. Les gens, ils maltraitent les enseignants par-ci par-là. Et vraiment, je connais des endroits quand vous dites ça là-bas, ils vont vous lapider. Mais n'importe quoi. Vous pouvez dire que les problèmes de prime, c'est du n'importe quoi. Ils font souffrir les enseignants. Ils font souffrir les enseignants. Je suis appelé pratiquement tous les jours. Jusqu'à quand on va continuer à parler de ces problèmes de prime, à dénoncer ces problèmes de prime. J'ai comme l'impression qu'en fait, ils ne veulent rien faire pour améliorer la situation. Que ce soit les acteurs syndicaux. Il y a plutôt des acteurs qui bénéficient de ces primes qui n'ont pas envie que ça change. Des deux côtés, quoi. J'ai comme l'impression qu'ils font exprès et que ça leur profite. C'est pourquoi ils sont en train d'entretenir cette confusion-là avec cette histoire de prime. Et franchement, ça devient aberrant, ça devient on va vraiment développer grave. on va développer le sujet. Sinon, il y a cette histoire de 5% encore qui continue. On a reçu des appels, notamment de l'INAMO, l'Institut national de l'assurance maladie obligatoire. On rappelle, on va rappeler aux éditeurs, aux téléspectateurs que l'INAMO, qui est une assurance maladie obligatoire, est dirigée, a été conçue pour tous les fonctionnaires en République de Guinée. L'INAMO ne concerne pas seulement que les enseignants. On en parle parce qu'il y a des enseignants dedans. Mais il semble que les plus nombreux, à se plaindre d'ailleurs de cette assurance maladie obligatoire, ce sont les enseignants. On a pu lire sur les réseaux sociaux différents postes d'enseignants qui critiquaient virulemment l'imposition de cette assurance maladie obligatoire. Qui sont partis jusqu'à dire qu'ils iront en grève. Voilà, parce que il y a deux éléments qu'ils avancent. Le premier élément, c'est le manque d'information. Il y a un flou total autour du taux d'imposition, des conditions de prise en charge des malades. C'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est une crise de confiance entre les enseignants et le gouvernement. Et je crois que cette crise de confiance, quelque part, se justifie. Nous parlions tantôt ici des primes d'incitation qui jusqu'à présent n'ont pas été versées à certains enseignants malgré les multiples promesses qui leur ont été faites. Donc ces enseignants disent qu'ils ne veulent pas payer les 5% parce qu'ils ne savent rien et qu'ils n'ont aucune garantie qu'ils seront totalement pris en charge. Le problème, c'est que l'initiative vient justement des enseignants eux-mêmes. Parce que ils nous ont rappelé, l'institution, ils nous ont rappelé que l'initiative vient d'eux-mêmes et donc c'est pour eux, notamment les enseignants, les travailleurs en général. Donc ils ne peuvent pas refuser, il faut trouver où le problème. Ceux qui les ont représentés. C'est un manque de communication. Moi, je vous l'ai dit la dernière fois. Lorsque ces représentants de ces enseignants sont partis, ils ont signé cet accord. Il fallait revenir à la base, informer les gens, vu que tout le temps vous vous plaignez que lorsque vous êtes malade, on ne vous prend pas en charge. Donc nous avons proposé, dans l'amélioration des conditions de vie, vraiment qu'on puisse prélever un peu de votre argent pour vous permettre de bénéficier des soins. Parce que nous tous, nous savons combien de fois les soins, ça coûte cher en Guinée. Donc il était de leur devoir de venir leur base, de venir vers leur base et de les informer. Et il était du devoir aussi de l'INAMO de faire une campagne de sensibilisation, parce que là on parle d'argent quand même. Si nous savons, nous tous nous savons combien l'enseignant touche par mois, et avec tout non sérieusement, avec tout ce qui est prélevé sur leur salaire, j'ai envie de dire que vraiment il fallait sensibiliser ces gens. C'était le minimum. C'est pas 5%. Il y a d'autres trucs qui sont prélevés sur leur salaire. Il y a d'autres trucs qui sont prélevés sur leur salaire. Donc j'ai envie de dire qu'il fallait sensibiliser ces gens-là pour leur faire comprendre que vraiment l'argent que nous prenons, si nous le prenons, c'est dans votre intérêt. Moi je vous dis, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Si ce n'était pas du populisme, si c'était honnête, si on se bat pour des gens, pour avoir quelque chose, si on crie pas dessus les toits, oui, si on doit perdre. Vous savez, monsieur, on a vu avec les primes d'incitation. Si on doit faire en sorte. Ça me gêne un peu quand vous dites ça, parce qu'en même temps, vous voyez, j'ai envie de dire, vous êtes du SNE, des syndicats. Oui, mais on consulte. Mais écoutez, le problème c'est quoi? Tout ce qu'on fait pour moi, sans mon avis, c'est contre moi. Oh là, je dis la vérité. Cette phrase-là. Mais écoutez, il y a des gens. Ça nous rappelle les syndicalistes. Excusez-moi. Allez-y. Moi, c'est pas un problème de prélèvement de 5% qui me frustre. Mais c'est que les gens ne sont pas informés. C'est tout ça. Qu'ils soient président d'une structure syndicale ou quoi, tout ce qui se passe, que ça soit bon, mauvais, informer la base. Pourquoi pas? La semaine prochaine, ce qu'on va faire, on va inviter
faut inviter les responsables. Et ceux qui ont signé l'accord. Et ceux qui ont signé l'accord, qu'on sache qui a fait quoi. Qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ne s'en sont pas vantés. Qu'ils viennent nous dire pourquoi ils ne l'ont pas fait. Évidemment. Sinon, tous azimuts, il y a tellement de sujets à dire, mais on va arrêter là parce que le sujet est tellement important. Lorsqu'on voudrait parler de l'enseignement franco-arabe, mesdames et messieurs, on se retrouve juste après cette petite transition pour aborder la thématique générale. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Espace. Et savoir, l'enseignement franco-arabe, qu'en est-il en Guinée? Depuis quand cet enseignement existe? Aujourd'hui, qu'en reste-t-il? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans ce studio. Et comme notre invité de parcours, nous avons invité celui qui a présidé la commission de réflexion de l'enseignement franco-arabe. C'est bien sûr Elhaj Nourdine Fadiga. Il est avec nous. Elhaj, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. D'accord. Alors, Monsieur Cheikh, Monsieur Vali. Monsieur Vali, plantez-nous le décor. Voilà. Donc, on l'avait dit tantôt, oui. L'enseignement franco-arabe, c'est le parent pauvre de l'éducation nationale en Guinée. Oui. On l'a dit, tout le monde semble avoir oublié que cette structure existe, que ce secteur d'éducation existe. Pourtant, ce sont des enfants guinéens. Pourtant, ils sont appelés demain à contribuer au développement de la nation. Mais très malheureusement, lorsqu'on parle d'éducation, on semble oublier que l'enseignement franco-arabe est une part, qu'on appelle ça, est partie prenante de l'éducation en République de Guinée. Voilà, donc pour nous, il était nécessaire que on attire l'attention là-dessus. Sauf que M. Alpha était en train de donner une explication comme oui, maintenant vous avez la parole. Oui. Et moi, c'est-à-dire, je pense qu'il faut circonscrire un peu la chose. C'est-à-dire, si on dit que l'enseignement franco-arabe les oubliettes, c'est en cela que je vais un peu m'opposer à la chose. Parce que ils suivent les cours comme les autres. Justement, c'est parce qu'ils ne suivent pas les cours comme les autres, justement. En théorie, les textes, ça existe. En théorie, ça existe. Le rapport que j'ai lu, qui a été produit par cette commission, ce rapport-là dénote qu'ils ont le même taux horaire que les autres écoles, l'école française. Ils font les mêmes examens que les autres écoles. Et sans oublier qu'à la correction du BEPC, à la correction du baccalauréat, la commission franco-arabe est bel et bien représentée. Sauf que sur le point sur lequel je peux certainement m'appesantir, c'est par rapport à leur insertion dans le cadre professionnel. Oui, parce mais ça c'est un rapport. Ça c'est la réalité sur le terrain. Vous-même vous savez puisque vous dirigez une école. Qu'en est-il du franco-arabe dans votre école par exemple? Est-ce qu'il y en a? Il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous savez de l'école franco-arabe en Guinée? L'arabe n'existe pas dans notre école. Merci. Maintenant, qu'en est-il de là où l'arabe existe par exemple dans l'enseignement? Moi je pense que je vous pose la question. Quand on était au collège, quand on était au collège, il y avait l'arabe au prémas. Il y avait l'arabe qui était au prémas. La question que je suis en train de poser, parce qu'on a un invité pour répondre aux questions, c'est qu'il faut qu'on pose le débat. J'ai envie qu'on pose d'abord le débat avant de donner la parole à l'invité. Aujourd'hui, vous enseignants, quel est votre constat de l'enseignement franco-arabe sur le terrain? C'est la question que je vous pose. Mais comme tout le monde le constate, l'enseignement franco-arabe, pratiquement... quand M. Validi, par exemple, moi j'ai envie de dire, Monsieur Alpha, on ne peut pas limiter la qualité d'un enseignement au taux horaire. J'ai envie de dire, M. Validi, il est à l'ouest, M. Alpha, cet après-midi. Il est traumatisé par les inspections actuellement. Il est trop à l'ouest. J'ai envie de dire que les écoles franco-arabes, l'orientation dans le cadre d'enseignement, moi c'est sur ce point là je suis en train de m'appesantir. D'accord. Vous savez, nous sommes tous régis par rapport à une situation bien donnée. En Guinée, la langue la plus dominante en matière d'enseignement en Guinée, c'est la langue française. Donc on ne peut pas exclure que dans toutes les écoles de la Guinée que cette langue-là soit mise à côté. Nous avons, c'est pas l'enseignement franco-arabe, nous avons l'anglais qui est là. Donc si vous prenez les deux, en principe, vous verrez que la langue anglaise vient en deuxième position. En plus, le français. D'accord. J'allais dire du moins l'arabe. Donc si on se met un peu dans le taux horaire, moi je pense que ce n'est pas le côté là. Le côté qui est beaucoup plus pertinent dans cette situation de l'enseignement franco-arabe, c'est leur insertion
après leur étude au niveau des institutions d'enseignement supérieur. C'est ça le problème. Monsieur Cheikh, vous en constatez quoi? Moi, je pense qu'on ne doit pas confondre deux choses. Enseigner l'arabe dans les écoles françaises et faire le franco-arabe. D'accord. C'est ça le problème. C'est différent. C'est différent. Enseigner l'arabe comme une langue. D'accord. Et enseigner les enfants en physique en leur parlant arabe, c'est pas la même chose. Moi, je pense que les écoles franco-arabes sont laissées pour compte et je m'appuie sur ce qu'il a dit. C'est surtout leur insertion dans la vie professionnelle qu'il faut revoir. D'accord, madame. Voilà, moi j'ai juste envie de dire que ces écoles-là, ils ont beaucoup plus de problèmes que les autres écoles. Parce que toutes nos écoles quand même ont des problèmes. Mais les écoles franco-arabes en ont beaucoup plus. Moi je vais m'appesantir surtout sur leurs enseignants. Parce que j'ai bel et bien envie de savoir où sont formés les enseignants qui viennent quand même enseigner le franco-arabe dans ces établissements. J'ai envie de savoir. Voilà, moi c'est ça un peu. Nous allons continuer donc à en parler. Nourdine Fadiga, il est président de la commission de réflexion de l'enseignement franco-arabe. Il est avec nous, vous l'avez remarqué dans ce studio. C'est le moment de l'interroger, donc juste après cette promesse. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. L'émission continue encore une fois. Je resalue notre invité, Elhadj Fadiga. Elhadj Nourdine Fadiga, encore une fois, merci d'être venu. Alors, direct, la première c'est qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez constaté, vous, en tant qu'acteur du système franco-arabe en Guinée? Quel est votre constat sur le terrain? Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala moulana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Merci de m'inviter dans ce studio. D'accord, le micro. C'est professionnel de l'enseignement. Je vous rappelle que j'ai été nommé président du conseil, plutôt de la commission de réflexion, mais moi je ne suis pas de l'enseignement. D'accord. Il s'agit de franco-arabe, bien sûr. Je m'y connais et c'est un domaine qui n'est pas très très loin de moi, vu que la première personne qui a créé une madrasa ici en Basse-Guinée, c'est mon grand-père. D'accord. C'est quelque chose que je connais. D'accord. Donc, pour répondre à votre question, l'école franco-arabe est dans une situation qui n'est pas enviable. D'accord. Pour plusieurs raisons. Vous savez, quand on veut parler de l'éducation, il y a certains trucs dont il faut parler. Il faut parler d'abord du programme. Il faut parler des infrastructures. Oui. Il faut parler de l'enseignant. Donc quand on prend ces éléments-là, on trouve que l'école franco-arabe est même en danger. D'accord. Tout à l'heure, j'entendais mon frère dire qu'il y a un problème par rapport au débouché. D'accord. L'insertion des gens qui sortent de l'école franco-arabe dans la vie professionnelle. C'est dû au programme. D'accord. Ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont appris ne leur permet pas d'être puissants sur le marché du travail. D'accord. Donc quand on enseigne aux gens juste la lecture du Coran, parler l'arabe, parler un peu de français sans le maîtriser, donc c'est difficile de trouver du travail dans un pays comme la Guinée. D'accord. Donc ça, ce qui fait que vous ne verrez pas quelqu'un qui va quitter, qui va avoir le bac franco-arabe, aller faire la médecine par exemple, à cause du programme. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va quitter ce truc-là pour peut-être chercher à être pilote à cause du programme. À cause du Parce programme. qu'il n'a pas eu un programme qui le prépare à ça.
Mais est-ce que ça se fait sciemment parce que depuis 77, si je peux m'en souvenir, hein, dans les lectures, depuis 77, 90, je pense, les premiers examens en 90, je pense, vous l'avez même dans votre rapport, on parle de l'enseignement franco-arabe, donc ça date pas d'hier, par exemple. Mais est-ce qu'on n'a pas les différents départements, les différents ministres qui se sont succédés, les différentes réformes dans le système éducatif qui ont été effectuées, n'ont pas pris en compte le programme dont vous êtes en train de parler là, l'enseignement franco-arabe? C'est un peu ça. Il faut se rappeler que les premiers intellectuels de ce pays, ce sont les arabophones. Parce que les gens de ce pays étaient en contact avec la civilisation arabo-islamique avant la pénétration des colonisateurs. Les gens comme Ousmane Kossa, Kerno Saad Dalé, comme il y a beaucoup au Fouta et à Touba qui écrivaient, qui faisaient des correspondances en arabe. C'est pas seulement la Guinée, c'est le cas au Sénégal, au Mali. Ils étaient en contact avec la civilisation arabo-islamique avant la pénétration de Donc, quand en Guinée ici, en 1977, l'État a décidé d'intégrer le franco-arabe dans le système éducatif guinéen. Donc il a fait de bonne volonté. Il a fait beaucoup de choses, c'est important. Il a recruté des gens, des enseignants qu'il paye, vous comprenez? Mais on n'a pas mis en place une politique qui change, qui évolue selon l'évolution de la situation socio-économique. On n'est pas allé jusqu'au bout. On n'est pas allé jusqu'au bout. D'accord. Donc il n'y a pas beaucoup d'évolution. C'est comme si ça stagne. C'est comme s'il fallait s'en débarrasser tout simplement pour qu'on dise qu'il y a quand même un système franco-arabe qui existe en Guinée. Oui, parce que mettre en place un système sans une loi d'orientation et une politique éducative, ça revient à... Il y a bel et bien une politique éducative par rapport à cela. Mais est-ce qu'elle est appliquée? Une politique éducative. Est-ce qu'elle est appliquée? Une loi d'orientation appliquée, parce que c'est en cela que je vais réagir un peu sur le programme. Parce que quand vous prenez... Moi, j'ai fait l'école franco-arabe. D'accord. À un moment donné, c'est une nouvelle, ça. Oui. C'est-à-dire, après la prise du pouvoir en 84, on était dans les écoles franco-arabes. Mais ce qui est sûr et net, je vais un peu revenir sur les programmes. Vous savez, dans les écoles franco-arabes, ce que nous apprenons en français, c'est la langue française elle-même. Mais à part ça, la géographie dont vous voyez qui est enseignée en français dans les écoles françaises est enseignée en arabe. L'histoire aussi est enseignée en arabe dans les écoles franco-arabes. Donc, si vous prenez le collège, ça c'est la même chose. La physique, la chimie, les mathématiques sont enseignées en français. Et comment on appelle, si vous prenez l'histoire, la géographie, ces matières-là sont enseignées en arabe. Donc c'est un peu, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui est fait dans l'enseignement français, c'est ce que nous revoyons au niveau de... Mais dans la commission, qui a fait... Moi, ce que je vous dis comme ça, parce que je suis dans... je sais, moi, voilà. je vous comprends, voilà. Mais ça, c'est la théorie, nous savons, c'est l'équivalent. Même dans cette théorie, parce qu'il y a des enseignants qui sont dans ces écoles. Je suis d'accord, mais il est président de la commission qui a établi le rapport. Dans ce rapport, il dénonce justement cette situation, parce que, par exemple, il n'y a pas d'enseignants qui donnent ces matières-là, par exemple. Non, les enseignants, ils sont... Mais parce qu'ils ne viennent pas. Moi, je connais beaucoup d'enseignants je vous dis, hein. Alors, donc, il y a beaucoup d'enseignants déjà qu'il y a un problème. Non, mais ce problème-là, Michel Alpha, je ne vous comprends pas. Je sais pas. J'ai l'impression que monsieur Alpha ne nie pas qu'il y a un problème. On vient constituer un peu les responsabilités. Les responsabilités. Non, là, attendez, on va planter le décor, Michel Alpha, si vous permettez. Oui, allez-y. On a invité un président de la commission de réflexion sur une situation parce qu'il y a un problème. Donc, il répond en évoquant les problèmes qu'ils ont trouvés dedans. Nous sommes en train d'évoquer ces problèmes-là. Vous voulez nous dire qu'en réalité, il n'y a pas de problème en fait. Et que les problèmes sont partiels. C'est ce que vous êtes en train de faire. On ne voit pas les choses dans les mêmes... Alors, essayez de voir comme nous en réalité. Posons des questions à l'invité. Posons des questions à l'invité. Oui, allez-y, monsieur Mali. Voilà, au sens Fadiga. La commission de réflexion sur... On aurait pu inviter monsieur Alpha. Voilà. Donc, je disais, la commission de réflexion sur l'enseignement franco-arabe en République de Guinée a été constituée depuis 2016. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Alors, entre 2016, la production du rapport, à 2021, est-ce que les recommandations que vous avez faites, est-ce que vous avez senti que les autorités compétentes ont pris en compte les recommandations que vous avez faites? Est-ce que les choses évoluent aujourd'hui? Il n'y a eu aucune évolution.
Mais il y a de l'espoir. Pourquoi il y a de l'espoir? En 2017, je pense, ou 2018, l'actuel MENA, M. Bano, professeur Bano, a fait une étude. Et cette étude a été une occasion pour l'Union européenne de faire un financement pour étudier la lutte contre l'extrémisme violent en Guinée. Effectivement. Mais aussi de réfléchir sur la place de l'enseignement franco-arabe dans la République. Alors, on a créé un cadre de concertation. Parmi les membres de ce cadre de concertation, Monsieur le ministre lui-même fait partie. Il y a d'autres personnalités. Il y a des ministères, comme le ministère de la Sécurité, le ministère de la Citoyenneté, le ministère de l'Éducation nationale et le secrétariat général des affaires religieuses. Moi, j'ai représenté le secrétariat général des affaires religieuses dans ce cadre. Donc, on a étudié, on a fait des propositions. Donc, pourquoi je dis qu'il y a de l'espoir? Celui qui a été à la base de cette situation est aujourd'hui le ministre de l'Éducation nationale. Oui, bon, dans ce terme-là, on peut dire qu'il y a de l'espoir, sauf que, vous savez, il y a autre chose qui se trouve derrière. Et là, moi, j'ai envie de savoir, puisqu'il vous a posé la question depuis 5 ans, vous avez établi un rapport, vous dites qu'il n'y a pas d'évolution. Durant ces 5 années-là, et si je prends 10 ans avant, 20 ans avant, il y a toujours des promotions chaque année franco-arabe. Ces jeunes qui sortent, des lycées, qui obtiennent, si vous voulez, le baccalauréat ou qui abandonnent en 10e année, ou j'en connais assez qui font l'école primaire en franco-arabe mais qui sont obligés de s'orienter à l'école française parce qu'il n'y a pas de débouché. Quel est le sort de ces élèves-là aujourd'hui, à votre avis? Quel est votre constat là-dessus? C'est lamentable. Ça crée des frustrations, ça crée des problèmes. C'est, comment, je pourrais dire que c'est une bombe à retardement. Parce qu'un jour, les responsables du pays verront une situation qu'ils n'aimeront pas. Que j'ai pris Dieu qu'il fasse en sorte que les choses se règlent avant que ce jour. Le micro est un tout petit peu. Voilà. Alors, vous voyez. Oui. Parce que ce que vous dites, c'est tellement important qu'on vous entend pas. Il est important de savoir que chaque année, il y a plusieurs personnes qui sortent des universités arabes qui viennent en Guinée sans trouver d'emploi. En Guinée, ici, il y en a qui sortent sans trouver d'emploi. Des fois, ils sont obligés de fermer un groupe, lire le Yassine chez les gens. Ça ne peut pas continuer. C'est humiliant, ce n'est pas une bonne chose. Or, ces gens-là constituent une phrase importante des gens qui sont capables de participer efficacement au développement socio-économique de ce pays. Donc les négliger, ce n'est pas une bonne chose. Dites-nous, oui, monsieur Cheikh. Bon, monsieur Fadiga, qu'en est-il de la relation qui existe entre la Guinée et les pays arabophones? Est-ce que les pays arabophones sont implantés ici pour qu'on puisse utiliser ceux qui entendent la langue arabe, pour qu'on puisse les utiliser dans cette relation? Est-ce qu'il y a une relation, une coopération entre la Guinée et les pays arabes, aux pays arabes de parce qu'on a l'impression que le franco-arabe juste ça sert à former des futurs imams, etc. C'est là-bas on s'arrête. Alors ils peuvent faire autre chose. Oui. C'est une très bonne question. Si je parviens à répondre, c'est l'exercice qu'on va vous faire aujourd'hui. Si je parviens à répondre très bien à cette question, je pense que l'émission est finie. D'accord. Vous voyez? Parce que le problème, c'est le débouché. Voilà. On étudie, on fait tout pour qu'après, on puisse avoir quelque chose. Effectivement. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont de la volonté de participer au développement de leur pays. Il y a des gens dont les parents ont souffert pour leur formation. Mais ils sont sortis, ils n'ont rien fait pour leurs parents jusqu'à présent. Donc c'est extraordinaire.
la politique, pour qu'il y ait coopération entre les pays arabes et la Guinée, cela dépend des politiques. Ça dépend du gouvernement. C'est le gouvernement qui met une politique dans ce sens. Aujourd'hui, il y en a ou il n'y en a pas? Une politique de coopération. Il n'y en a pas. La Guinée a de bonnes relations avec tous les pays arabes, je dirais. Parce que j'ai lu dans votre rapport, c'est l'Égypte qui avait offert le premier bâtiment qui avait abrité à l'époque à Gamal. Exactement. Oui. Il n'y a pas, quand on prend le Maroc par exemple, le Maroc fait beaucoup pour la Guinée. Pour la Guinée, oui. Vous comprenez? Mais ce n'est pas dans le cadre d'utiliser les gens qui ont été formés au Maroc. Ok. Oui. Vous voyez? Oui. Voilà, donc, monsieur Eladj, pour moi, on ne va pas former des jeunes Guinéens pour forcément servir dans la relation à un pays arabophone, pays, République de Guinée. Pour moi, ce sont des Guinéens. Lorsque nous les formons, nous nous attendons à ce qu'ils servent la Guinée. Est-ce que c'est surtout là, moi, ma préoccupation? Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de jeunes souvent dans les rues. Ah, toi, tu as fait quoi? J'ai fait franco-arabe, mais tu fais quoi? Je n'ai pas de travail. C'est frustrant, vous l'avez dit. Est-ce que aujourd'hui, il y a vraiment une politique qui est mise en place? Est-ce qu'il y a vraiment une réflexion qui est mise en place pour que ces jeunes qui sortent là puissent s'insérer plus facilement dans le tissu économique? D'ailleurs, il faut parler des difficultés. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui sortent des écoles franco-arabes... Je vais en venir à vous, monsieur Vali. J'ai lu le rapport dans lequel on me dit, par exemple, que ceux qui sortent des universités qui ont fait franco-arabe sont appelés soit à enseigner dans les mêmes écoles encore franco-arabes, ou bien à servir d'interprète entre les relations arabo-guinéennes, ou encore de servir, bref, dans le cadre arabe. Je veux dire quoi? Si réellement, en fait, cette histoire de franco-arabe là n'a pas été juste un décor dans le système éducatif guinéen, il devait y avoir une loi d'orientation spécialisée, parce que l'école en elle-même elle est spéciale. Est-ce que vous comprenez? Il devait y avoir une loi d'orientation qui devait orienter les gens qui font franco-arabe de l'école primaire jusqu'à la sortie, comme on l'a fait pour les Français. À savoir, par exemple, si tu sors de l'université, tu es capable de faire administration des affaires, tu es capable de faire ingénierie, tu es capable de faire télécom, tu es il y a une université, il y a même un master au niveau du secondaire. Non, mais écoute, ce master revient à former par exemple des gens qui sont appelés à être des imams, comme Elage l'a dit, ou bien à lire les Yassine dans les écoles. C'est limité, c'est pourquoi je dis c'est une politique de... C'est un problème de loi d'orientation, de politique éducative au niveau du franco-arabe. Devrait poser, Elage, c'est qu'est-ce que vous avez constaté dans l'enseignement franco-arabe en Guinée, en détail? Le problème, c'est quoi? Parce qu'au finish, nous qui ne connaissons pas peut-être le processus, on considère quelqu'un qui est diplômé en franco-arabe comme un inadapté social, par exemple. Il n'est pas compatible à notre société. Il n'est ni arabe ni guinéen. Il ne comprend ni français et il ne peut pas nous servir. Laissez-moi juste finir. Il ne peut pas, il n'est pas comme nous, je veux dire comme nous, système français. Il n'a pas un diplôme français, donc il ne peut pas servir là où ceux qui sont sortis de l'enseignement général servent. Et il parle arabe, mais nous, on ne parle pas arabe. Et l'arabe ne se parle pas dans notre administration, donc il ne sert pas à grande chose, ceux qui sont diplômés Vous, qu'est-ce qui a fait cela? Qu'est-ce que vous avez constaté? Quelles sont les difficultés et surtout quelles sont les propositions que vous avez eu à faire dans le rapport? Nous avons vu une chose essentielle, c'est qu'il y a un manque de volonté de changer les choses. Quand on dit franco-arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va former un cadre qui est bon en français et en arabe. Justement. C'est ça, non? En principe. Mais ce n'est pas le cas. Vous pensez qu'ils sont bons en arabe? Non, ce n'est pas le cas. D'accord. Le niveau est très bas. Avant que les écoles franco-arabes nous rentrent dans le système éducatif, quelqu'un qui fait 3 ans dans les madrasas, quand il sort, il parle l'arabe, c'est extraordinaire. Vous comprenez? Il parle bien. Il peut parler devant les Arabes, dire ce qu'il veut, sans problème. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ceux qui sortent de l'université franco-arabe, les franco-arabes là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas converser comme il faut. Qu'est-ce qui fait cela? Ni en arabe, ni en français. Il y a tout un tas de problèmes. C'est quoi les problèmes? Il y a le problème des infrastructures. D'accord. Il y a le problème de l'enseignant. Il y a le problème du programme. C'est ça, c'est par ça que j'ai commencé. Ces problèmes-là sont là, ça ne change pas, ça ne s'améliore pas. Et tant que ça ne s'améliorera pas, il ne faut pas s'attendre. Donc c'est des générations qu'on sacrifie. Oui, effectivement. Exactement. Des promotions. Moi j'ai une question pour vous, Elage. Enfin.
C'est-à-dire, en ayant vu, parce que je vais un peu m'opposer par rapport à la loi d'orientation d'abord, parce que cette loi d'orientation existe déjà dans le système éducatif guinéen. Mais le problème qui est là, moi je ne peux pas comprendre quelque chose. Ça peut être depuis des années un peu reculées jusqu'à nos jours, j'ai constaté qu'il y a un peu d'amélioration dans nos institutions d'enseignement supérieur, notamment à Sonfonia. On a au moins quelques docteurs aujourd'hui dans l'enseignement franco-arabe. Avant, ça n'existait pas. Est-ce que vous ne pensez pas que ça, c'est une avancée? On peut considérer, si les titres servent à quelque chose, oui, oui, mais parce que dans le rapport, j'ai vu beaucoup de docteurs qui ont participé dans l'élaboration de ce rapport. Et mieux que ça, je connais parmi eux avec lesquels on a fait des formations. Qui sont quittés de la phase de master, ils ont leur doctorat aujourd'hui. Oui, mais ils ne servent pas. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, je vais vous donner dans tous les secteurs. Non, je ne me pose pas à vous. Je vous donne un exemple frappant. L'ensemble des secrétaires généraux qui arrivent au niveau des affaires islamiques, vous comprendrez qu'ils comprennent l'arabe, mais ils ne comprennent pas français. Ils ont non, mais ils se sont succédés beaucoup. Oui, ce n'est pas une histoire d'un choix. Imaginez par exemple que ce soit par exemple un docteur, pas parce qu'il est avec nous, Elhaj Fadiga, qui se trouve par exemple à la tête des affaires religieuses. Vous serez capable de faire une interview avec lui en français, parce que nous, c'est la langue officielle de communication et de travail en Guinée. Mais ensuite, il comprend l'arabe, on peut le faire. Mais imaginez ceux qui se sont succédés, si je me rappelle, depuis Koutoubou, après qui parle un peu plus français, tous ceux qui sont succédés parlent à peine français. C'est un problème. Moi, je prends l'image de l'enseignement franco-arabe, je lis l'image de l'enseignement franco-arabe à cela. Je me dis par exemple, comme Elhaj l'a dit, si le système franco-arabe servait par exemple à former des bilingues français et arabes, on aurait eu d'autres cadres, des cadres d'un autre type, d'ailleurs plus performants que les cadres qui sont sortis de l'enseignement général. Sauf qu'il y a des docteurs, mais ce sont des docteurs généralement qui ont eu leur doctorat. Ce sont des docteurs. Alpha veut qu'on dise que les choses s'améliorent alors que les choses ne s'améliorent pas. Non, je peux venir. Le docteur, monsieur Alpha, les docteurs dont vous parlez qui ont participé à la rédaction de ce rapport ou qui ont fait des commissions de travail avec vous, ces docteurs, ils servent à quel domaine? Au domaine de l'enseignement. Non, je peux venir. C'est à cela que je veux arriver. Oui. Nous, notre problème, il est où? Nous disons que le gros problème de l'enseignement franco-arabe en République de Guinée, c'est le manque de débouchés. On forme des enfants. Mais c'est là-bas le problème. On forme des enfants. Je pense qu'il faudrait que ces enfants soient capables d'évoluer dans tous les domaines. Est-ce que je peux dire quelque chose? Monsieur Fadiga. Ces docteurs qui ont participé dans cette commission, ils sont tous des imams et ils sont tous des enseignants. Et ils ne font que ça. Enseignement. Il la précise. Vous comprenez? Mais c'est un métier aussi. Oui, c'est important. Non, c'est ce que je n'accepte pas. Ils ne doivent pas se limiter au monde de l'enseignement. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut écouter Elhaj, s'il vous plaît? Écoutons Elhaj. Est-ce que vous pouvez... Je vais vous dire quelque chose. Nous avons eu des jeunes en Guinée ici qui ont eu le bac. Ils sont allés faire des formations ailleurs. Vous savez que parmi eux, il y a des gens qui sont dans le cadre du droit. Ils ont fait franco-arabe. Vous savez que parmi eux, il y a d'autres qui sont des ingénieurs. Qu'est-ce que vous avez envie de nous expliquer en réalité? Tant que vous ne finissez pas, moi je ne suis pas enseignant. Vous avez interrompu l'invité? J'ai envie de comprendre ce que vous avez dit. Non, j'étais en train de faire une précision. Allez-y. Attendez, allez-y, monsieur Alpha, pour vous comprendre. Moi, je pense bien que, si nous voulons situer les responsabilités, qu'on le situe concrètement. Qui est responsable? Voilà, c'est-à-dire, d'un côté, les gens qui ont conçu les programmes franco-arabes ont une responsabilité. Parce que vous donc le programme franco-arabe est mal conçu. Est très mal conçu. C'est très mal conçu. C'est ce point-là qu'il faut revoir. D'accord. C'est-à-dire, si on doit former des gens, c'est-à-dire, je peux comprendre qu'on compare un peu l'enseignement français et l'enseignement arabe en Guinée. Alors maintenant, moi je prends votre question pour poser à l'invité qui a dirigé la commission, a réfléchi là-dessus. Est-ce que le programme est très mal conçu, Elhaj? Le programme franco-arabe. Voilà. Pour répondre à cette question. Oui, le micro. Voilà. Si c'est pour parler très bien l'arabe et comprendre l'islam, le programme n'est pas mauvais. Il est conçu pour ça. Ok. Donc, mais les débouchés pour qu'il y ait une insertion dans la vie économique, dans la vie sociale, professionnelle en Guinée, le programme n'est pas du tout bon. D'accord. Il n'est pas adapté à la réalité guinéenne.
Donc il faut refaire le programme. C'est clair. Ça revient à l'orientation du programme. Ça revient à ça. Ceux qui font anglais à l'université, ils s'insèrent. Pourtant, la plupart parlent bien anglais. Il y avait une question qui avait été posée, à laquelle je n'avais pas fini de répondre. Vous savez, je prends juste l'exemple des ambassades guinéennes dans les pays arabes. D'accord. Il y a certains pays, le micro, toujours. Il y a certains pays, l'ambassadeur ne comprend pas l'arabe. Tous ses conseillers ne comprennent pas l'arabe. Dans l'ambassade, peut-être les travailleurs locaux, ceux qui ont été recrutés sur place, peut-être ils comprennent quelque chose. Or, une ambassade, ça sert à quoi? Ça sert, par exemple, à lire les journaux du pays d'accueil, à écouter la radio et la télévision, relever des notes, prendre beaucoup de choses, prendre contact avec la société, les gens, les hauts responsables, mais aussi le bas peuple, savoir des choses, apporter quelque chose de nouveau ici. Parce que c'est comme ça que les ambassades des pays arabes travaillent ici en Guinée. Ils sont informés, peut-être ils sont plus informés que nous. Ils apprennent tout. Vous comprenez? Si en Guinée, nous n'avons pas la possibilité de mettre des arabophones dans les ambassades, on fait en sorte que les ambassades ne servent à rien dans les pays arabes. Surtout lorsqu'on envoie des acculturés. Là où se situe mon problème, c'est que le système franco-arabe a été conçu pour apprendre le Coran. C'est tout, effectivement. C'est ce que je vois. Le système franco-arabe a été conçu pour apprendre le Coran, former des imams. Mais historiquement, ça vient de là. Mais en réalité, au départ. Mais ce que je constate, c'est que ça a été un faux débat. Parce qu'on apprenait mieux dans les madrasas. Et deuxièmement, je rejoins M. Alpha sur le fait que quand un professeur des écoles françaises veut se reposer, il demande une mutation vers dans les écoles franco-arabes. C'est pour aller se reposer et banaliser les cours de ces enfants-là. Car normalement, le système c'est franco-arabe, c'est pas oui, mais attendez, excusez-moi, M. Vallée, excusez-moi. Normalement, un élève qui a bien suivi les cours de franco-arabe doit normalement s'exprimer correctement en français et correctement en arabe. Il a répondu à la question. Le programme, c'est la mutation qui a été mal faite. Et je vous rappelle, attendez, excusez-moi, je vous rappelle que les cours de maths, excusez-moi, les cours de maths en franco-arabe, les cours de physique en franco-arabe sont les mêmes cours dans les écoles françaises. Oui, c'est pas le problème, c'est la mutation qui a été mal faite. Je suis d'accord avec vous. Le passage du madrasa au passage du franco-arabe. Parce que le madrasa, il était conçu pour quoi? Apprendre le Coran, devenir imam peut-être, devenir muezzin ou servir l'islam. On est passé du madrasa au franco-arabe. Parce qu'on a cru que le franco-arabe, normalement, devait outiller les jeunes à pouvoir s'insérer socialement. Dans la vie sociale. Mais c'est ce qui vient d'être dit. Il l'a expliqué depuis le début. En réalité, il l'a dit depuis le début. Depuis le début, ce sont les problèmes qu'ils ont constatés dedans. Il a même expliqué que le problème a été mal conçu parce que le programme est fait pour que l'élève puisse maîtriser le Coran et comprendre l'islam, justement. Mais quand il s'agit de trouver des débouchés, comme le font dans l'enseignement général, c'est très mal conçu. Et c'est d'ailleurs d'où je vais vous poser la prochaine question. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas nécessaire de fermer les écoles franco-arabes en Guinée pour le moment, en attendant de réfléchir là-dessus. Je ne pense pas que ça soit la solution. Je ne pense pas que ça soit la solution. Quelle solution vous proposez? Je pense qu'il faut qu'il y ait une réflexion au niveau des décideurs. Plus que ce que vous avez fait? Parce que vous avez fait une réflexion. Oui, exactement. Mais peut-être notre réflexion n'a pas été prise en compte. Mais si eux-mêmes... Mais vous ne l'avez pas vulgarisé non plus, hein? On a vulgarisé. C'est la première fois que nous, on entend parler de ce rapport. C'est ça, mais ça a été vulgarisé. Parce que ça a été à la présidence, ça a été à la primature, ça a été on a fait beaucoup de séances avec le conseiller de Monsieur le Président, chargé de l'éducation, qui a présidé... Il y a eu une commission de... Mais c'est l'une des rares fois que vous en parlez dans les médias. Dans les médias, oui, c'est vrai. C'est une des rares fois. Mais je peux vous dire que ce qui a été fait avec Koualé, dans le cadre du
cadre de concertation sur la place de l'enseignement franco-arabe, vraiment c'est très important et c'est suffisant pour que le monde entier, tous les Guinéens soient informés, surtout les décideurs. Parce que les gens de la présidence étaient là. Vous voyez, l'éducation était là. La sécurité était là. Beaucoup de ministères étaient représentés, la société civile était représentée, les parents d'élèves étaient représentés, certains dirigeants des écoles franco-arabes étaient là. Donc c'est très très important. Justement, Elhadj Nourdine Fadiga, président de la commission de réflexion sur l'enseignement franco-arabe, juste après cette petite transition. Être et savoir. Espace. Il n'y aura de candidats que ceux qui remplissent les conditions. Et la surveillance, et le secrétariat, et la correction vont se faire de la meilleure des façons. Être et savoir. Jamais dans l'histoire des examens, nous ne ferons des examens meilleurs à ceux de cette année. Je peux vous donner ma parole, mais je ne vous en dirai pas plus. Être et savoir. Si je n'étais pas sûr, j'aurais demandé à Monsieur le Président de la République de me relever de mes fonctions et de trouver quelqu'un d'autre. Être et savoir. Espace. Prochaine question, Madame Gagnato. Merci. Je voulais poser une question à Elhadj. Elhadj, moi j'ai en fait, peut-être que c'est moi qui ne comprends pas bien, on va dire ça comme ça, mais j'ai envie de dire que le fait même de partir vers la création des écoles franco-arabes, en fait, il y avait une idée non sincère derrière. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que en fait, les décideurs ont vu tout ce qui se passe dans la sous-région, côté sécurité, avec tout ce que nous connaissons, les extrémismes religieux. Voilà, ils ont peut-être voulu dire que bon, pour éviter que les enfants qui vont étudier le Coran avec les maîtres coraniques dans les, en fait, dans les madrasas et autres là, pour éviter que ces gens-là ne soient extrémistes, pourquoi ne pas les prendre, les mettre dans un système dans lequel non seulement on les enseigne l'arabe avec tout ce qui y est rattaché, et on les enseigne aussi le français, pour en fait espérer compacter leur esprit de telle sorte qu'ils ne soient pas extrémistes. J'ai envie de comprendre, parce que je ne peux pas accepter qu'on me dise que oui, avant le niveau, par exemple, en arabe était très bien, et que maintenant que c'est plus organisé, en fait, que c'est soi-disant plus organisé, plus mis dans un système éducatif. Mais ça, c'est pas l'arabe seulement, hein, mais l'enseignement général. Non, oui, je comprends, mais en fait, qu'on perd des deux côtés. Je ne peux pas comprendre. J'ai envie de me dire que ceux qui ont mis... Est-ce que ça a été fait avec bonne foi? Voilà, est-ce que ça a été fait avec bonne foi, sérieusement? Je me dis, hein, même si cette question est répondue déjà, parce que... Allez-y, allez-y. Non, vous ne pouvez pas le dire, mais vous savez que c'est ça, Elhadj. Oui, mais le problème... On n'y a pas mis de rigueur dedans. Vous le savez. Vous savez, il y a beaucoup de problèmes dans les écoles franco-arabes. Beaucoup de problèmes. Donc vous ne voulez pas nous parler, Elhadj? Les problèmes, parlez-nous-en. Il les a situés en trois axes, continuez à les dire. Est-ce que vous savez que l'État ne construit pas du tout les écoles franco-arabes? La plupart des bâtiments abritant les écoles franco-arabes sont construits par les bonnes volontés. D'accord. C'est grave. Parce que l'État ne fait. Alors que nos premiers partenaires économiques, surtout, ce sont les pays arabes. Ce sont les pays arabes. Il y a un problème. Bon, il y a un workflow ici qui fait quelque chose. D'accord. Quelque chose pour les écoles, les infrastructures. D'accord. Micro. C'est pas du tout suffisant. D'accord. Mais je vous dis ceci. Tous les dirigeants du système franco-arabe sont francophones. D'accord. Le frère a dit ici, tout ce que vous faites pour moi, sans moi, vous le faites contre moi. Oui, lui, c'est de la propagande, hein, il a dit ça dans son... C'est Nelson Mandela qui l'a dit. Il a dit ça. Si on veut vraiment que les choses marchent, mettez les arabophones, comprenez, dans le système franco-arabe. Ils connaissent mieux. Il faut même avoir une direction nationale, hein, au niveau du ministère. Bien sûr. Ils ont fait une recommandation. Je pense que ils ont fait une recommandation. Une direction nationale au niveau de MENA. Et de l'enseignement supérieur aussi. On a demandé un conseil chargé de l'enseignement franco-arabe au niveau de l'enseignement supérieur. Ouais. Il y a l'enseignement professionnel. L'enseignement professionnel. L'arabe, le franco-arabe est presque inexistant. Ça n'existe même pas. Ça existe, ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il y a l'INI de Bleka et de Kindia où il y a quelque chose. Mais les enseignants qui sont là-bas, ils n'ont été formés nulle part. Voilà.
Ils ont été pris comme ça et ils n'ont aucune formation. Donc, ceux qui ne connaissent pas, c'est-à-dire en arabe, on dit Fakiduché Ilayote. C'est-à-dire que ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à quelqu'un. Quelqu'un qui ne connaît rien, il ne peut rien enseigner à quelqu'un. Je ne dis pas que les gens là ne connaissent rien, mais dans l'ENI, par exemple, il faut qu'il y ait une formation pour que tu puisses enseigner. Donc, ceux-ci n'ont suivi aucune formation, nulle part. Donc, c'est très important. Donc, le problème du franco-arabe est énorme. Vous comprenez? Mais moi, je me dis que si on se concentre sur les infrastructures, sur le programme et sur les enseignants, peut-être on pourrait résoudre les problèmes. Et évidemment, je vais vous poser une question, peut-être une petite question piège. Je dis même c'est une question piège. Si aujourd'hui, par exemple, un père de famille vient vous consulter pour dire je voudrais mettre mon enfant, je voulais scolariser mon enfant en première année, mais franco-arabe cette année, vous allez lui dire d'emmener son enfant à l'école franco-arabe? Oui. Et l'âge. Le micro est l'âge. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Vous ne le savez pas. Je vous informe. En Guinée, ici, il y a 3 formes d'enseignement arabe, franco-arabe. Il y a les écoles franco-arabes. Il y a les écoles arabo-islamiques. Ok. C'est la première fois que vous entendez parler de ça. Oui. Mais aussi, il y a les écoles coraniques qui sont divisées en 2. Les foyers coraniques et les centres de mémorisation. Aujourd'hui, si vous voulez une bonne formation pour votre enfant, vous le mettez dans un centre de mémorisation. Je vous le dis. D'accord. Ça marche, c'est très bon. Il y a beaucoup de centres de mémorisation qui enseignent le français, qui enseignent toutes les matières qui sont enseignées dans l'enseignement général. Vous comprenez? En plus de ça, ils enseignent l'arabe et le Coran à aux et d'ailleurs, ils sont bien ces enfants. Ils sont privés. Ils sont tous privés. L'État n'est pas impliqué. L'État n'est pas impliqué. D'accord. Mais ils donnent vraiment de bons résultats. Et ces enfants, ils sont bien. Exactement. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Je suis obligé d'arrêter. Il est l'heure, et quand il est l'heure, on est obligé d'arrêter l'émission. Et là, je merci d'être passé dans ce studio. Je ne sais pas si vous avez une dernière chose à dire. Ce que je pourrais dire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un changement au niveau de l'enseignement franco-arabe. Les arabophones sont des Guinéens et ils sont capables de contribuer efficacement au développement de ce pays. Donc il ne faut pas les laisser pour compte. Il ne faut pas créer des frustrations. D'accord. Donc faites en sorte qu'il y ait un changement à ce niveau. Nourdine Fadiga, il est le président de la commission de réflexion sur l'enseignement franco-arabe. Il était notre invité dans Être et Savoir. Merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté de parler de ce sujet dans cette émission, comme d'habitude d'ailleurs, parce que vous le savez, une école sous-développée est souvent une école gérée par des gens qui se fichent bien de l'éducation. Alors, nous travaillons à ce que la nôtre ne soit pas une vérité qui nous mentons. On se retrouve donc la semaine prochaine dans la même émission sur le même plateau. Au revoir. Être et Savoir.